Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là avec l'ami Kerr pour vous parler de 5 séries. Et oui, Kerr a regardé 5 séries et voulait en parler. Alors, certaines, c'est pour vous en dire du bien. D'autres, c'est pour vous en dire du mal. Et en tous les cas, c'est pour vous faire gagner du temps et vous conseiller ce qui est à regarder. Il y a plusieurs séries comme ça dont... Ou pas, tout à fait. Il y a plusieurs séries dont on voulait parler. On s'est dit que le meilleur moyen, ce serait de faire un petit peu un melting pot. Alors, Kerr, quelle est ta première série ? Alors, donc c'est des séries qu'on n'a pas encore évoquées sur la chaîne. Il y avait déjà une vidéo qui s'appelait 5 séries à voir ou pas. On avait notamment parlé de la Révolution qui a été annulée depuis, donc c'était ou pas pour la Révolution. Et là, on va parler en premier d'une série Netflix qui a fait énormément de bruit, qui s'appelle Les Chroniques de Bridgerton, une série anglaise de romance. Enfin, c'est même pas anglais d'ailleurs, c'est américain, qui a été créée par Shonda Rhimes, qui est la madame qui a fait notamment Grey's Anatomy. Qui a été présenté complètement à tort comme le 50 nuances degrés de Netflix en mode série télé. Alors je te fais l'histoire rapidos, on est à Londres dans une époque qui est un peu uchronique, c'est-à-dire que le roi est tombé fou amoureux d'une reine, enfin de sa future reine qui est une dame noire et du coup intègre dans la société des nobles anglais beaucoup de personnes de couleurs diverses et variées et met en cœur vraiment de la société anglaise notamment tout ce qui est la romance, et il y a chaque année la période où les célibataires les plus beaux et les plus belles se rencontrent, font des balles, etc., etc. C'est un peu cuculapraline, il faut bien le reconnaître. Et on a donc l'héroïne qui va tomber sur le personnage du duc Hastings. Ça va être la romance entre Daphné et le duc Hastings. Alors la question c'est, est-ce que c'est bien cette série que je vends particulièrement pas bien, mais qui a été un énorme succès sur Netflix, c'est un des plus gros succès de l'histoire de Netflix sur son démarrage. Et ben en fait c'est une série qui est sans surprise, c'est-à-dire qui reste vraiment dans son côté romance, mais qui le fait plutôt bien, il faut le reconnaître. On se prend au jeu. Si vous regardez cette série d'un œil, ce que j'ai fait, moi, je faisais plein de trucs en même temps, et du coup, j'ai passé un moment devant Bridgerton que je dois reconnaître, non sans honte, plutôt sympathique, mais c'est clairement pas la série du siècle. Ça sera une série qui restera, somme toute, assez anecdotique. Donc, si je dois la conseiller ou pas, ça serait plutôt un moyen bof, on va dire. Et est-ce que toi, ça t'a donné envie de la regarder, les Chroniques de Bridgerton ? Eh bien, écoute, est-ce que tu m'as donné envie de regarder cette série ? Déjà, si je résume un peu ce que tu nous en as dit. Tu as utilisé le terme cuculapraline, une série que tu ne vends pas très bien, que tu n'as pas vraiment regardé parce que tu étais en train de faire d'autres choses. Non, je l'ai quand même bien suivi. Mais quand on fait d'autres choses, c'est pas si mal. Donc écoute, si j'ai des travaux à faire, je dois refaire les moulures. Arrête, t'as des séries comme ça que t'aimes bien regarder en faisant autre chose. Et que du coup, je cherche à dépenser l'électricité au niveau de ma télé. Je pense qu'effectivement, ton conseil chaleureux, je l'appliquerai. Mais t'as des séries que tu regardes en faisant autre chose. Je me rappelle Supergirl, The Flash et tout. Tu faisais autre chose en regardant ça. Alors du coup, moi je vais vous parler, je vais enchaîner donc sur une deuxième série et je vais vous parler d'une série qui, je pense, dont beaucoup d'entre vous... alors on va essayer de le faire en français. Et bien du coup, pour la deuxième série, je vais vous parler du jeu de dames. Et oui, de Queen's Gambit, qui est une série qui est sortie en fin d'année dernière et de nombreuses personnes trouvaient très étranges et ont même voulu mener des vraies enquêtes d'investigation autour de pourquoi Cult & Click ne parlait pas de cette série événement. On rappelle encore une fois une série dont Netflix disait c'est la série la plus jamais regardée sur Netflix, et c'est vrai qu'on est resté muet sur ça et en fait c'était tout simplement parce qu'on l'avait pas encore regardé. Du coup, Queen's Gambit, eh bien je dois dire que je
comprends pas entièrement le succès. C'est une série qui est certes très agréable à regarder, des personnages intéressants. Il y a un univers, l'univers des échecs, des grands maîtres, etc., qui est plutôt bien transcrit. Mais c'est vrai que quand on m'avait pitché le truc en disant qu'elle avait des addictions, je m'attendais à un personnage plus haut en couleur, et en fait, comme on est, alors sans doute c'est dû à la décennie dans laquelle elle est, comme on est sur une époque où les gens restent plutôt dans la retenue, en fait c'est vrai que le moindre chose qu'elle fait qui sort du rang, c'est intéressant. Il y a effectivement il y a plusieurs moments, ils disent que les joueurs d'échecs entre eux se disent être des divas, et c'est vrai que de manière différente, on voit une collection de personnages les plus malins les uns que les autres, et en ça c'est réussi. Je trouve que sa relation avec sa mère est particulièrement intéressante. Ça c'est vraiment chouette. Et avant la relation avec sa mère, la relation avec le gars qui s'occupe, le géniteur, le géniteur dans le mot anglais, géniteur, celui qui s'occupe de nettoyer la pension. Et elle a aussi une relation très intéressante. C'est vraiment une série qui, je trouve, n'a rien de génial, mais vraiment coche les cases un peu partout. Et du coup, c'est dans cette période où Netflix est capable de faire beaucoup de choses médiocres, c'est au-dessus. C'est clairement très au-dessus, mais on a l'impression que cette série... Elle est retenue, qu'il y a des excès que le personnage principal ne fait pas pour ne vraiment choquer personne, et que ce soit une série qui soit plus grand public, et ça lui enlève un peu de la saveur, mais définitivement une série à regarder en famille du coup, et vraiment une série qui n'est pas si attachante que ça, et c'est dommage parce que les personnages définitivement auraient mérité d'être un tout petit peu plus bossés. Tu l'as regardé toi cette série, Ker ? Non, mais elle fait partie de la liste des séries que je veux regarder, mais là pour le coup en me posant, tu vois, donc c'est pour ça que j'ai toujours pas vu. J'ai plus de facilité en ce moment à regarder des séries en faisant autre chose qu'en me posant. Et donc la troisième série, quelle est-elle ? Alors la troisième série, on va parler d'une série qu'on a vue, alors moi entièrement, toi partiellement, mais on pourra en parler tous les deux. C'est Fate the Wings Saga, qui est l'adaptation en série télé sur Netflix de Wings. Alors moi, Wings, avant de lancer le truc, je savais juste que c'était globalement des faits, que c'était un dessin animé pour les tout petits. Je ne connaissais absolument pas l'histoire. C'est une série qui a été faite donc c'est une série italo-américaine qui nous propose de suivre donc c'est le Harry Potter des fées en gros, pour vulgariser, dans un monde un peu parallèle au nôtre qui s'appelle Alphéa. Il y a des fées, et puis il y a des spécialistes. Alors c'est un des grands mystères de la saga, c'est que font vraiment les spécialistes à part s'entraîner à donner des coups de bâton. Les fées, là par contre on le sait, elles crachent du feu, elles crachent de l'eau, elles crachent des éclairs. Enfin voilà, et il y a toute une intrigue un petit peu heroic fantasy autour de ces personnages, qui est une série vraiment développée pour les ados, mais en même temps mais un public ado, mais un peu plus mature. C'est pas du tout pour les enfants. C'est d'ailleurs un élément qui peut un peu perturber. Je pense que ceux qui connaissent Wings, le dessin animé, alors moi j'avais jamais vu, mais qui vont arriver sur la série, vont être étonnés par la scène d'intro où il y a un cadavre, des tripes, etc. Mais c'est une série qui est pas d'une très grande qualité, mais qui a certaines qualités quand même, il faut le reconnaître. Je trouve qu'elle casse pas mal les codes. Il y a le personnage de Terra que j'ai trouvé très réussi. Il y a le personnage de... j'ai oublié son nom, là, celle qui ressent les émotions, qui est très bien aussi. À côté de ça, il y a des personnages qui vont être très clichés. Les spécialistes, alors le beau gosse restera le beau gosse jusqu'à la fin. L'héroïne est très cliché aussi, je trouve. Stella, pareil. Mais il y a des trucs, tu vois, qui m'ont fait réagir pendant toute la série. Il y a que 3 profs
dans tout le Poudlard, quoi. Mais il s'occupe de tout. La vaisselle, la sécurité, les cours, le linge propre, l'infirmerie. Ils font tout. Ils sont que 3. Il y a 3 adultes pour tout gérer. Il y a dû y avoir un problème de budget. Mais on se prend un petit peu à l'intrigue. Et tu vois, quand la saison se termine, moi, j'avais rien contre l'idée de visionner une deuxième saison. Donc voilà. Pourquoi pas Wings? C'était pas la cata que j'attendais. J'en attendais honnêtement rien, mais je pensais vraiment que la série allait se faire massacrer dans tous les sens et nous proposer quelque chose d'assez navrant. Et au final, ça n'est pas le cas. T'en as pensé quoi, toi, de Wings? Bah écoute, il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'avais des travaux à faire à la maison et du coup, j'ai terminé Wings que j'avais mis. Vraiment. Et donc, écoute, alors. Soyons honnêtes, il y a des moments j'étais sur la perceuse, donc j'ai pas entendu l'intégralité de la finesse des dialogues. Mais le truc, c'est que donc effectivement, c'est une série. Alors, pour aller dans le sens de Care, c'est une série fast-food, série Netflix, fast-food qui est là presque pour remplacer Samantha qui n'a pas été continuée. Ils ont pris à peu près la même logique, une série plutôt girly d'il y a quelques années, d'espérer aller toucher le public féminin qui a vieilli. Et en soi, c'est fait avec... Il y a des bonnes intentions. Il y a des bonnes intentions. Déjà, la série a vraiment la bonne idée de faire énormément d'ellipses temporelles. En fait, si on ne fait pas attention, on se rend compte qu'on a l'impression que la série, elle serait sur 2 semaines, alors qu'en fait, c'est une saison, presque une année scolaire, on a l'impression. Du coup, on perd pas de temps, les personnages, ils comprennent quelque chose, on les voit, du coup, 3 scènes après, ils ont maîtrisé tel pouvoir. Il y a une relation qui part dans un sens, pouf pouf pouf, ellipse, elle s'est un peu complexifiée. Donc voilà, une série qui a la grande qualité de vouloir nous divertir vite. Et ça, c'est bien. Alors, arrêtons-nous 2 secondes sur le beau gosse. Alors, le beau gosse, en fait, donc, est un guerrier. Il y a dans cette école, donc à Poudlard, il y a les magiciennes, donc qui sont les fées, et il y a les combattants du GIGN, donc lui. Et en fait, ce combattant du GIGN, il m'a complètement fait sortir de la série à chaque fois qu'il arrivait, parce que il a une coiffure de cheveux qui est quasiment tout le temps légèrement différente, qui est bossée au poil de cheveux près, d'une certaine manière, avec parfois des teintures légèrement différentes, alors que le mec, il sort de cours GIGN. C'est-à-dire qu'ils lui ont appris à latter la gueule à des démons à main nue. Clairement, quand tu vois la série, tu comprends que il n'est pas du bon côté d'école Poudlard, qu'il est plutôt du côté des gens qui meurent à la dizaine pendant que les fées sont tranquillous en train de devenir les héroïnes du truc. Et en fait, du coup, ce jeune homme donc, qui est censé, clairement, dans l'histoire de la série, son rôle, c'est le pion qu'on sacrifie. Mais il a une coupe de cheveux nickel. Il peut se prendre un arbre dans la gueule, il se relève. J'attendais la pub pour les sprays, la laque. Clairement, la laque qu'il met, c'est la laque qu'il faut acheter. C'est-à-dire que même si on n'en met pas, il faut l'acheter. On ne sait jamais quand on a une urgence capillaire, ça peut tomber. Et alors là, il a tout à nous apprendre. Enfin, vraiment, il a tout à nous apprendre. Donc vraiment, cet homme, il est... je pense que au point de vue de l'espèce humaine, s'il y avait l'ultime évolution, le super saiyan du cheveu, je pense que ce serait ce monsieur. Par contre, vraiment les jeunes, si vous regardez cette série, ne vous inspirez pas de lui pour... franchement, les mecs du GIGN meurent moins que les combattants de la lumière ne sont comptés. Donc vraiment, à ce niveau-là, oubliez.
J'ai envie de dire que Terra est un personnage qui est assez intéressant au final. La série animée était évidemment que sur la base des canons de beauté poupée Barbie. Donc au final, elles sont toutes en taille parfaite et c'était censé inspirer au mieux toutes les filles. Et en fait, là, d'avoir un personnage qui est mine de rien plutôt fort, qui a des vraies qualités et qu'elles ont toutes des défauts physiques. Moi, j'ai trouvé ça bien. Au final, peut-être que le seul problème, la seule qui peut être un peu moins bien, c'est l'héroïne principale, qui est un peu à l'image de Grey's Anatomy. Ça aurait été intriguant de prendre une actrice qui n'a pas 45 ans pour jouer une adolescente. C'était un point de vue personnel. Mais il y a... voilà, une série dont on ne peut pas vraiment dire de mal. Elle fait de son mieux. Ils te disent pas taper patron, moi faire de mon mieux. Et du coup, on n'a pas envie de leur dire du mal. Comme Kerr le dit, si la série tombe à un autre moment où j'ai un dégât des eaux, je la regarderai vraiment avec grand plaisir. Et c'est vraiment le meilleur compliment qu'on puisse y faire, je pense. Tu voulais enchaîner sur une quatrième série. Ouais, non, avant moi je l'ai regardé sérieusement quand même, et je voulais saluer deux personnes. Tu m'as dit que tu prenais des notes pour essayer de vraiment tout suivre de l'histoire. Ouais, Eve Best donc qui joue la directrice, et je trouve qu'elle joue très bien. Mais par contre, il y a un acteur, je suis très content d'avoir trouvé dans cette série, c'est celui qui joue Silva, donc Rob James Collier, qui jouait dans Downton Abbey et qui était excellent dans Downton Abbey. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de deux séries qui ont. T'as dû t'accrocher pour le scénario ou pas? Vraiment, il y a des moments, il y a eu vraiment des surprises, je trouve. Il y a des moments où le scénario, c'est je m'y attendais pas. Non, moi pas trop. Là, je vais parler d'une série qui s'est terminée il y a un moment, mais dont on avait déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais on n'avait pas évoqué la dernière saison, parce que sa dernière saison est une saison particulière. C'est House of Cards. J'ai enfin vu la dernière saison de House of Cards. Alors, remettons un peu les choses dans leur contexte. Kevin Spacey est bien évidemment concerné par MeToo. Donc, Kevin Spacey est licencié fort logiquement. Robin Wright reprend les commandes en Claire Underwood, et ils sont même obligés de réécrire toute la série très vite. Il y a même eu des rumeurs comme quoi ils allaient finalement ne pas la faire cette saison. Ils la font, ils la diffusent. On parle de 2 à 3 mois de temps pour réécrire toute la série. Oui, donc ils ont fait ça vraiment, en effet, c'est très juste rapidement. Fou furieux. C'est-à-dire que tous les épisodes en 2 à 3 mois, avec toutes les imbrications de scénarios, le fait que souvent les scénarios sont faits par itération, on avance, on se rend compte qu'à la fin, en fait, il aurait fallu changer le milieu, ça change le début, etc. C'est juste fou furieux. Soit ils ont quelqu'un qui a écrit au kilomètre, soit ils ont plein de quelqu'un qui ont écrit de manière... ils avaient peut-être un Discord ou un Skype où ils se disaient bon, au final Robin Wright en fait elle chope 2 copains et puis ils vont à la plage, ça va tout le monde? Et tout le monde qui a vraiment pas le temps, qui du coup dit oui vas-y fais ce que tu veux, moi je suis sur l'épisode 6, dont l'épisode 5 se démerdera. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Quelle est la qualité d'une série qui est réécrite comme ça en 2 à 3 mois grand maximum, d'après les news qu'on a eues des grands sites américains sur le suivi de la série? Et ben en fait, moi je pense qu'ils ont fait, alors ils l'ont pas fait avec le Discord, mais je pense qu'ils se sont piégés eux-mêmes. C'est-à-dire ils se sont dit on va faire une saison pleine d'ambition qui est ancrée dans la réalité, c'est-à-dire que on sent vraiment que cette dernière saison, la 6 donc de House of Cards, veut mettre un gros coup de taquet à Kevin Spacey, et il y a notamment Robin Wright qui prend la parole, qui se tourne vers le téléspectateur pour lui dire tout ce qu'il vous a dit était faux, et on sent vraiment que ça parle aussi du vécu, de ce qui était en train de se passer réellement à ce moment-là. Et là où je dis qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, c'est que
paradoxalement, dans la série, jamais il n'arrive à se libérer de Frank Underwood. Il est constamment présent, il est au cœur de l'intrigue, alors il n'est plus là, puisque en fait son personnage a été tué. Il y a un duo entre, tu sais, Doug Stamper, qui était donc le bras droit de Frank, et puis Claire, qui est la présidente. Il y a des grandes longueurs, ils intègrent des personnages qui apportent des éléments qui ne sont pas réalistes. En fait, la saison aurait pu être vraiment intéressante si elle avait été vraiment centrée sur Claire, sur elle présidente, sur elle, comment elle s'en sort, comment elle passe le cap Frank Underwood, etc. Comment elle s'extirpe de ce qu'il avait fait par le passé, comment Doug Stamper évolue. Et en fait, pas du tout. Tout est auto-centré sur Frank, auto-centré sur des éléments auxquels on ne peut pas croire. Par exemple, il y a des moments où la série commet des erreurs idiotes. Le fait que ce soit une femme présidente, ça fonctionne. Le fait qu'elle ait des conseillères femmes, ça fonctionne. Et à un moment donné, elle va avoir l'intégralité de son cabinet composé de femmes. Et là, ça n'a plus de sens. Ils n'en font rien. La rencontre avec l'équivalent de Poutine, qui est joué par le frère de Mads Mikkelsen, ne correspond à rien de ce que l'on peut croire. Il y a plein d'éléments dans cette saison qui sont surréalistes au possible. Et alors, je te parle pas du pire, c'est le dernier épisode. Et alors, la dernière scène de la série, moi, je me suis dit, c'est pas possible. House of Cards, qui est une saison qu'on a vraiment aimée, qui a été écrite avec énormément de qualité, que tu as spoilé, et qui est le spoil le plus mythique de toute l'histoire de notre chaîne au début de la saison 2, avec des personnages qui étaient incroyables, une mise en scène incroyable, un scénar. Enfin, le début d'House of Cards, c'était une très grande série. C'est l'adaptation d'une série danoise qui existait déjà, mais c'était une très grande série. Et la dernière scène, mais si tu savais, si tu l'avais vu, cette dernière scène, Greg, tu serais tellement déçu, tu dirais, mais tout ça pour ça. Franchement, c'est une des rares séries où je me suis dit, cette dernière scène mériterait que je jette l'intégralité de la série et qu'on me rende le temps que j'ai perdu à la regarder. Franchement, c'est un énorme gâchis House of Cards. Et alors là, pour le coup, avoir ou pas, très clairement ou pas. Oublier House of Cards, la fin, ça va pas du tout. Et c'est tellement dommage parce qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment bien mieux à faire avec Robin Wright, qui est une excellente actrice, et avec le personnage de Claire Underwood. Du coup, là, je suppose que je t'ai pas donné envie de regarder. Bah, en fait, tu m'as donné envie de regarder la dernière scène, d'aller sur Netflix, regarder la dernière scène et me dire, pouf, qu'est-ce que j'ai pas perdu mon temps. Oui, mais tu la comprendras pas sans la saison, en fait. Ah mince. C'est-à-dire que, ouais, c'est le problème. Mais ça c'est va un prix vraiment que je ne suis pas prêt à payer. Ta négociation est trop chère. Donc, et la série numéro 5. Voilà, c'est la dernière, et vous avez été nombreux à nous demander qu'on en parle, on va le faire. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en avait pas parlé avant ? Parce que déjà, je l'avais pas vu à ce moment-là où vous me l'avez demandé, et en plus, on a eu par le passé quelques éléments pas très cool vis-à-vis de cette série sur la chaîne, où on nous démonétisait les vidéos dès qu'on les sortait. Par principe, on trouvait ça vraiment pas classe. Cette série, c'est quoi ? C'est Viking, et c'est l'ultime saison. Viking, c'est terminé. La dernière saison était divisée en 2 parties, et globalement, alors je vais pas rentrer du tout dans les spoils, parce que j'ai envie que Greg la regarde, et que vous aussi vous la regardiez. Et t'en as trop fait déjà des spoils sur Viking. Ouais, et puis j'en ai fait un violent, mais on va pas le rappeler du coup. Tout le quota du spoil. Sur Viking, oui, j'ai fait un énorme spoil lapsus sur une vidéo de The Walking Dead. C'est aussi mémorable. Et du coup, donc, Viking, qu'est-ce que je peux en dire ? Michael Hirst, le créateur qui avait fait les Tudors, a changé l'orientation de sa série en cours et a dit, au lieu de traiter un personnage, je vais traiter globalement une famille sur plusieurs générations. Donc, on savait que la suite de la série allait se terminer sur la famille de Ragnar au sens large, et que on allait avoir notamment le personnage qui est un des personnages les plus mythiques de l'histoire des Vikings, qui est Ivar le Désossé, notamment, qui dans l'histoire, et son opposition avec le roi Arthur, Alfred, pardon, est très intéressante, et fait partie des légendes qu'on aime bien raconter en Scandinavie et aussi en Angleterre. Et on attendait ça avec impatience. Le problème, c'est que l'avant-dernière saison, je trouve, était encore de qualité, mais la première moitié de la dernière saison
avait vraiment l'odeur de la saison de trop. Et ça m'embêtait beaucoup parce que j'aimais beaucoup Viking, mais là, pour le coup, il y avait des épisodes qui m'ont ennuyé, où on sentait qu'il y avait un problème de qualité, pas tant dans la mise en scène, mais des faiblesses scénaristiques, mais aussi, je trouve, des faiblesses au niveau du casting. C'est-à-dire que Viking, en se basant sur l'idée de on traverse un peu le temps, bah, du coup, certains personnages s'en vont, et sont censés être remplacés par d'autres personnages qui sont forts. Or, les personnages qui arrivaient n'avaient pas le charisme, ne suscitaient pas l'intérêt des personnages qu'on avait perdus. Et puis arrive cette dernière partie de saison. Là, pour le coup, on s'engage dedans. Enfin, en tout cas, moi, je me suis engagé dedans en me disant, oh là là, qu'est-ce que ça va être ? Je le sens pas du tout. Et puis, petit à petit, d'épisode en épisode, Michael Hirst, qui est quand même un très grand créateur de séries télé, a réussi son pari, a réussi à nous remettre la tête dans Viking et a réussi à redonner vraiment un intérêt à la série, à nous permettre d'avoir des adieux qui sont dignes pour à peu près chaque personnage, des arcs qui se terminent presque tous de manière qualitative, si ce n'est Kattegat. Et moi j'ai terminé Viking en me disant merci Michael Hirst de pas avoir foiré cette fin. D'autant plus qu'il y a quand même un gros enjeu sur Viking et sur la fin. C'est que Netflix a commandé un spin-off qui se déroulera 100 ans plus tard avec d'autres Vikings et d'autres personnages anglais, notamment Guillaume le Conquérant. Et alors par contre, petite anecdote, c'est la diffusion de cette dernière moitié de saison de Viking qui a été expédiée par Amazon. Alors que normalement c'était un épisode par semaine. Là, ça a vraiment été expédié par Amazon, comme si vraiment Amazon voulait se débarrasser de Viking le plus vite possible, parce que c'était Netflix derrière qui récupérait le bébé pour la diffusion du spin-off. Donc toi qui avais commencé Viking et qui a arrêté par manque de temps, je te conseille quand même de reprendre la série. Au final, tu vois, 2013-2020, Viking, ça restera une série que j'ai beaucoup aimée, avec des moments très très forts, des personnages que j'oublierai pas, Ragnar bien évidemment, des acteurs très charismatiques, et donc ça franchement c'est contrairement à House of Cards, je garderai de bons souvenirs de Viking. Voilà, là je t'ai un peu plus convaincu ou pas? En fait, tu m'as un peu perdu au moment où tu as dit bon, il y a une saison qui est beauf et le début de la dernière elle est moyenne, mais la fin elle est chouette. Ça veut dire beaucoup d'épisodes pas terribles pour arriver à la fin. Mais c'est pas terrible. C'est moins bien que Viking avait su nous proposer par le passé. C'est ça le problème. C'est tu sens vraiment que la série s'essouffle. Elle s'essouffle et tu sens aussi surtout que des personnages qui pourraient avoir un potentiel complètement dingue comme Ivar par exemple ne l'a plus cette force-là. Et c'est dommage. Ok, et bah du coup, on vous a, j'espère, aidé à faire un peu un tri dans des séries à regarder. Et j'espère que ceux qui nous posaient énormément de questions sur les séries comme Viking, comme le jeu de la dame, eh bien vous avez pu entendre notre avis. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite et un message spécial aux tipeurs sans qu'il n'y aurait pas eu cette session d'enregistrement. Merci à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Des bisous, ciao.